Merci, Madame la Présidente. Donc, moi, je suis rentré dans le chaudron de la géopolitique dans les années 70 avec le général Pinatel. Nous étions ensemble et nous préparions des fiches ultra rapides pour les décideurs pour les conseiller sur des crises qui étaient à dominante militaire, mais dans lesquelles ce qui nous apparaissait fondamental, c'est de les inscrire dans un cadre beaucoup plus large où on intègre toutes les dimensions culturelles, religieuses, idéologiques et autres. Ensuite, je suis sorti du chaudron en question et je suis tombé dans celui de la finance où j'ai été pratiquement jusqu'à maintenant. Mais assez curieusement, j'ai retrouvé une dimension commune qui est celle de la crise. Parce que, alors je ne sais pas si c'est le destin, alors Confucius dirait que c'était le ciel qui le demandait, mais je me suis trouvé donc dans la crise latino-américaine et polonaise au Club de Paris. Je m'occupais du Club de Paris en 82. J'étais en direct au crack de Wall Street en 87. J'ai été président du deuxième sinistre bancaire français, l'UIC, dans le groupe GAN, à la fin des années 90. Et j'étais en direct à la Fédération bancaire sur la crise de 2008. Alors, bien entendu, je dénie toute responsabilité dans ces événements et aussi toute forme de sadisme qui me conduirait à m'intéresser à ces choses-là. C'est vraiment, ça s'est enchaîné, ou alors c'est effectivement, c'est peut-être la voie du ciel. En tout cas, du coup, j'ai réuni les deux dans l'idée qu'effectivement, par rapport à la plupart des gens dans les domaines financiers ou même en économie en général, ce n'est qu'en l'inscrivant dans un cadre beaucoup plus large qu'on les comprend, et deuxièmement, en comprenant que ce n'est pas vraiment régulé. Je veux dire par là que ce sont des choses qui sont d'une propension régulière à ce qu'on appelle des crises, qu'on pourrait appeler des tragédies aussi, enfin, qui sont des crises. Alors j'ai traduit ça l'an dernier dans un livre qui s'appelle « Guide de survie dans un monde instable, hétérogène et régulé », qui est tout un programme qui est effectivement géopolitique, mais avec une dimension économique et financière, mais mise dans un ensemble. Parce que je pense qu'effectivement, ce qui caractérise notre monde, c'est ça, c'est qu'il est instable, hétérogène et non régulé. Alors on a beaucoup parlé de l'Asie, effectivement. Moi, ce qui me frappe, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'Asie. Vous avez des puissances qui montent en Asie et qui, dans 10, 20, 30, 40 ans, seront des puissances considérables, y compris sur le plan militaire et diplomatique. Or, ces gens-là n'ont aucune tradition historique de rapports bilatéraux, sauf rares exceptions. Si vous prenez la Chine et l'Inde n'ont jamais eu de relations historiques, et notamment pas de relations de puissance. La seule relation qu'ils ont eue, c'est le transfert du bouddhisme de l'un à l'autre dans les premiers siècles et la petite guerre de 1962. Or, ils auront à gérer quelque chose qui n'est pas du tout dans leur expérience. Alors, eux cherchent à puiser dans leur passé, dans l'histoire longue, comme on l'a dit, mais ils n'y trouvent pas quelque chose qui les éclaire dans ce problème nouveau. C'est vrai mutuellement, mais c'est vrai donc de la Russie, de la Chine, de l'Inde, du Japon et des États-Unis, pour ne penser que les plus gros. Donc on a, admis d'évidence, une situation complètement inédite dans l'histoire de l'humanité et qui manifestement est, comme je l'indiquais, hétérogène, instable et évidemment non régulée. Alors, ce qui est vrai, évidemment, dans ces domaines politiques et stratégiques, l'est sur le plan économique et financier, qui m'est un peu plus familier. Donc, on a des masses énormes de capitaux qui, maintenant, circulent extrêmement vite. Elles sont réglementées, et la réglementation a été renforcée assez fortement après 2008, mais ne sont pas régulées. Et on l'a vu là aussi en 2008. Alors, c'est d'autant plus vrai, donc il est bien évident qu'il faut s'attendre à de nouvelles crises. Dire qu'il n'y aura pas de nouvelles crises est une naïveté complète, c'est une non-lecture de l'histoire passée. On a massivement renforcé, certes, le blindage, si j'ose dire, et la capacité de résistance des institutions financières. Mais on n'a pas fait disparaître la possibilité même de crise. Et alors, c'est d'autant plus le cas que la méthode qui a été utilisée par les banques centrales, qui s'appelle le quantitative easing, c'est-à-dire en bon français la planche à billets, est une méthode qui est très adaptée au moment de la crise même, donc en 2008-2009, mais qui dure depuis 10 ans. Dure depuis 10 ans, ça veut dire deux choses. D'une part, c'est un symptôme inquiétant de non-retour à la normale, mais d'autre part aussi, c'est la source de la diffusion massive de toxines dans le village planétaire dont on parlait. Et donc, sur ce plan-là, on crée aussi les conditions de possibles crises à l'avenir.
s'y ajoute cet événement effectivement plus géopolitique, qui est le fait que les puissances qui montent voient en même temps leur monnaie s'affirmer. Alors tout le monde le voit dans le cas du yuan. Et donc on aura une diversité de monnaies, enfin au moins le yuan et le dollar, éventuellement d'autres, d'une manière qu'elle ne connaissait pas. Le dollar était lié à une politique de puissance des États-Unis. Le yen ne l'était pas. L'euro ne l'est pas véritablement. Il joue un rôle de protection relative sur le plan économique, mais ce n'est pas l'instrument d'une puissance. Le yuan le sera beaucoup plus. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces monnaies ne sont pas non plus saines ou mieux gérées que les autres. On parle des déficits américains, mais la manière dont la Chine a géré son économie et ses finances depuis la crise de 2008 ressemble étrangement à celle des Occidentaux, c'est-à-dire une forme aussi de quantitative easing. Tout ça se traduit d'ailleurs un peu partout par une augmentation massive de l'endettement, c'est-à-dire que l'endettement des agents, qu'ils soient publics ou privés, est beaucoup plus élevé rapporté au PNB aujourd'hui qu'il ne l'était en 2008. Or, comme vous le savez, l'endettement est le moyen principal de transmission des crises. Si vous n'avez pas d'endettement, une crise se traduit par un appauvrissement relatif des acteurs. Si vous avez un endettement, vous avez un effet domino. Donc le croissement de cet endettement est extrêmement dangereux. Et on voit évidemment le lien avec le quantitative easing. C'est le quantitative easing qui, mettant les taux d'intérêt à un niveau extrêmement bas, a considérablement facilité cette hausse proprement démentielle de l'endettement. Donc les données de transmission de la crise sont là, mais évidemment, plus on avance dans le temps avec la montée des puissances, plus ça sera une crise qui ne se limite pas au domaine financier, mais qui s'étend évidemment au domaine géopolitique. Il suffit de voir d'ailleurs les liens sur ce plan-là entre Chine et États-Unis. Les achats massifs de dette américaine par les Chinois et la perspective de dépendance mutuelle, mais aussi de transmission de crise que ça entraîne. Donc, on pourrait prolonger le constat dans d'autres domaines culturels ou même anthropologiques, mais ce qui me paraît se déduire de cette situation-là, c'est deux choses. D'une part, il y a un besoin de pôle de stabilité, ou plus exactement, de pôle de référence. Pour moi, le pôle de référence politiquement, c'est le lieu de solidarité, le lieu de solidarité réelle entre des personnes. Pour moi, c'est clairement le principe national. C'est-à-dire que là, il y a un lieu de solidarité, de communauté de dessein. En Europe, il y a la possibilité d'une coopération. Mais il n'y a pas de peuple européen, donc il n'y a pas la même communauté de dessein. Deuxièmement, et là évidemment c'est le thème principal de Géopragma, c'est le problème posé par le plaquage de schémas de lecture idéologique. On en a beaucoup parlé, donc je ne vais pas insister dessus. On l'a vu encore au Moyen-Orient, c'est-à-dire un plaquage moraliste qui, à mon avis, consiste pas à mettre la morale là où il ne faudrait pas, mais à une conception fausse de la morale. La bonne conception de la morale, c'est de rechercher qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans une situation donnée, et pas à plaquer des schémas a priori sur une situation en manipulant de façon dialectique les sentiments émotifs que créent effectivement les proclamations prétendument moralisantes. D'où à nouveau mon entrée dans Géopragma et le plaisir que j'ai à cette table et à voir que vous êtes nombreux et visiblement intéressés. Merci beaucoup.